va entreprendre cet après-midi et les discussions qu'on aura sur la problématique des assurances principalement. En premier lieu, moi, je vais introduire le sujet en quelque sorte en vous présentant un peu le patrimoine bâti de la Côte-du-Sud et en relation avec ce patrimoine-là, quelques cas régionaux où est-ce qu'on rencontre une problématique d'assurance, des problèmes avec les assureurs pour le patrimoine bâti, pour les bâtiments anciens. Alors, on va procéder de cette façon-là. Ensuite, on va avoir M. Clément Loca de Fédération Histoire Québec, vice-président patrimoine, si je ne m'abuse, qui va nous parler plus précisément encore de cette problématique en matière d'assurance. Et par la suite, après une pause, on aura Mme Noémie Nadeau, qui est le pilote des Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec, qui va venir plonger dans le cœur de cette problématique-là encore, en nous donnant des perspectives, en nous informant davantage de cette situation-là. Donc, si je ne parle pas suffisamment près du micro ou assez correctement, rappelez-le-moi et mettez-moi à l'ordre, il n'y a pas de problème. Donc, on va y aller avec si on veut, on est sur la Côte-du-Sud ici. La Côte-du-Sud est une région riche et fort importante en matière de patrimoine bâti. La Côte-du-Sud n'est pas présentement une région officielle administrative, mais c'est une région, vraiment une région historique et qui persiste comme entité, qui persiste comme attachement de ses habitants, puis etc. On parle toujours de la Côte-du-Sud. Elle est toujours existante, bien qu'elle ne soit pas une région administrative officielle comme telle. En fait, la Côte-du-Sud, c'est un territoire historique qui part, si on veut, de la limite ouest de Beaumont et qui se termine à la limite est de Saint-André de Kamouraska. Alors, ça vous donne une idée du territoire de la Côte-du-Sud. Et avec le temps et avec les années, il y a eu quelques modifications puis quelques jeux dans ce territoire, mais ça, sommairement, lorsqu'on parle de la Côte-du-Sud, c'est de cet ensemble-là dont on parle. C'est un territoire et une région qui est une des plus anciennes du Québec. Rappelons-nous qu'à la fin du 17e siècle, et au début du 18e siècle, la Côte-du-Sud, qui était une région fort active, était composée de 33 seigneuries sur le territoire. 6 seigneuries se retrouvaient dans l'archipel de l'île aux Grues et les autres seigneuries étaient côtières pour la plupart. Sur les 33 seigneuries, il y en a 24, si on ne tient pas compte des 6 qui sont dans le fleuve. Il y en a 24 qui sont côtières. Donc, il y en a 3 seulement qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on avait déjà commencé à attribuer le territoire en arrière de la région côtière. Ce qui est important de savoir pour le propos qu'on tient, c'est que à la fin du 17e siècle et au début du 18e, on est face à un territoire se composant donc de 33 seigneuries, mais souvenons-nous que ces seigneuries ont été attribuées entre les seigneuries côtières et celles du fleuve, ont été attribuées entre 1637 et 1677. Donc, on a affaire à un territoire qui est âgé, historique, et qui a une importance considérable au niveau de la création de notre pays, au niveau de son assemblage, et etc. De sorte que la Côte-du-Sud a commencé à se développer très tôt, c'est-à-dire dès 1670, on assiste au véritable peuplement de la Côte-du-Sud.
Et la Côte-du-Sud, telle que je vous l'ai exposée, a pris rapidement un poids démographique important par rapport au reste de l'ensemble du Québec, qui ne s'appelait pas encore Québec à ce moment-là, mais a pris une importance démographique importante. À la fin du 17e siècle, la Côte-du-Sud représentait 6,4 en poids démographique par rapport à l'ensemble de ce qu'on connaît, territoire du Québec. Je ne parle évidemment pas de l'espace aux États-Unis, etc., mais de l'ensemble du Québec. À la fin du 18e siècle, au tournant, on représente à la Côte-du-Sud un poids démographique de 12,4 %. Alors, c'est important. C'est important par rapport au Québec parce qu'en question de dimension, on est relativement petit en termes de dimension, mais en termes de poids démographique, important. Et c'est pourquoi, et tout ça, ce que je viens de vous dire, ça explique en quelque sorte pourquoi je vous dis que sur la Côte-du-Sud, on retrouve un patrimoine bâti très riche, très important, et qu'il faut continuer à valoriser. Donc, c'est important, à l'entrée de cette journée-là, de vous situer. On est l'hôte sur la Côte-du-Sud de cet événement-là. Et on est dans une région qui est extrêmement riche en termes de patrimoine bâti. Et ça vaut la peine de faire les efforts que l'on fait parce qu'ici aussi, et on le verra tantôt, ici aussi, on a des problématiques d'assurance. Donc, la Côte-du-Sud, si on veut la considérer un instant au niveau de la protection du patrimoine, on peut dire que la Côte-du-Sud comporte environ 11 000 bâtiments anciens. D'accord? C'est une approximation parce que sur 4 MRC qui la composent, soit la MRC de Bellechasse, la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet et celle de Kamouraska, seule la MRC de Bellechasse a complètement terminé son inventaire requis par la loi. La MRC de Kamouraska est avancée, mais n'a pas terminé. La MRC de Lillet a fait du travail, mais ne l'a pas terminé encore. Alors que la MRC de Montmagny n'est pas très avancée. C'est important de considérer ça dans notre problématique, parce que quand on va parler de patrimoine bâti, on n'est pas en mesure, avec les chiffres et avec les relevés, de se rendre compte de la richesse de ce patrimoine-là. Sur la Côte-du-Sud, on a 32 bâtiments, maisons classés. On a 5 sites faisant l'objet d'un classement, 5 sites patrimoniaux faisant l'objet de classement. On a 65 citations par les municipalités et on a 13 sites cités par les municipalités. La constatation de ça, pour quiconque se promène un peu sur la Côte-du-Sud et explore la Côte-du-Sud, la constatation de ça nous lance une évidence à la figure. C'est que le nombre de citations, le nombre de bâtiments classés est extrêmement inférieur à ce qu'il devrait être. Pourquoi? Là, on arrive à la complexité du sujet. Pourquoi? Bien, les municipalités, par exemple, sont très frileuses, pour toutes sortes de raisons, à citer un bâtiment. Et les raisons sont nombreuses. Le classement a très mauvaise presse chez tout le monde. Il y a peu de personnes qui connaissent les effets véritables du classement. On confond même le fait d'établir un inventaire dans les MRC est une source de confusion chez tout le monde. Et il faut clarifier ces choses-là. Parce qu'on est dans une situation où est-ce que là où on doit
protéger notre patrimoine, on s'aperçoit que quelquefois, il ne l'est pas. Et on en échappe. Et au GERAM, qui fait partie de cette journée ici également, au GERAM, constamment on est confronté avec la problématique de dire que si on travaille à protéger un bâtiment, soit par classement ou soit par citation, on est toujours aux prises avec la question, est-ce qu'on n'est pas en train de nuire à quelqu'un en faisant ça? Alors, c'est une préoccupation, et c'est une préoccupation dont la problématique des assurances à laquelle elle n'est pas étrangère. La problématique des assurances est un ingrédient de ce peu d'appréciation des moyens de protection de notre patrimoine. Pour finir avec le patrimoine bâti, j'ai fait un exercice avec mon ami et très célèbre et éternel photographe Paul Saint-Orneau, qui est ici. On a pris l'une des rares belles journées qui ont eu lieu dernièrement. On est parti, c'était lundi dernier, on est parti de Saint-André, des limites de Saint-André, et on a tranquillement cheminé avec une crevaison en cours de route jusqu'à la limite de Beaumont, la limite Beaumont-Lévis. Simplement pour vous montrer quelques petits et tout simples échantillonnages pour démontrer, parsemés autour de ce trajet sur toute la côte du Sud, pour donner un exemple de la qualité du patrimoine, et je vais vous présenter ça, avant de passer à des exemples concrets de problématiques des assurances régionaux. Alors donc, je vais essayer de faire fonctionner ça. Hein? Est-ce qu'on voit quelque chose à l'écran? Oui, bien. Bon. Alors donc, on est au bout de la côte du Sud. On est à Saint-André-de-Kamouraska, à la limite de Saint-André même. Et on voit ici la maison de la Prune, qui est une magnifique maison de style québécois, qui date de 1840, dans un état remarquable. Cette maison comporte 24 pièces et un sous-sol qui était un magasin. C'est un commerçant qui était établi là. Et ce commerçant-là a fait toutes sortes d'affaires, a fini par faire faillite lors de l'arrivée du chemin de fer parce qu'il était relié beaucoup au système de transport par bateau. Alors, on voit que chaque fois qu'on parle d'une bâtisse comme ça, on fait des rattachements avec l'histoire. Hein? Il y a un marchand sur la côte du Sud, il était habitué de faire affaire avec le système de bateaux qui se promenait de place en place. Le chemin de fer arrive, il fait faillite. Alors, c'est des éléments d'histoire, mais regardez la beauté de ce bâtiment qui a été construit en 1840. Son propriétaire, Paul-Louis Martin, là, il peut nous passer des heures à nous conter l'histoire du bâtiment de la côte du Sud et des façons de construire, etc. C'est extrêmement intéressant, mais c'était pour donner un exemple. On arrive à Kamouraska. On a la maison Langlais, qui a été construite en 1755 et qui a subi le passage des Anglais en 1759 et qui a été partiellement détruite. Mais l'année même, c'est la maison Lebel-Langlais, mais M. Lebel a reconstruit ou réparé sa maison, de sorte qu'on a fait un bâtiment ici de cette allure-là depuis 1759-1760. Il était cependant allongé vers l'ouest au tournant du 19e siècle. Mais c'est un bâtiment qui a une valeur historique importante et qui a une valeur patrimoniale importante. Donc, on est rendu dans notre parcours à Kamouraska, on s'en vient vers ici. On arrive à Rivière-Ouelle et on a le manoir Casgrain ici, construit en 1832. Alors, remarquez, c'est une pure québécoise, celle-là, en 1842.
Et elle est relativement bien entretenue. C'est intéressant à voir, mais on voit un style là, qui le style de la maison québécoise et avec une empreinte au style néoclassique québécois. Là. Bon. On est arrivé. Ce sont des maisons de bois en général? La maison que vous avez vue précédemment, là, la maison Lebel-Langlais à Kamouraska, est une maison de pierre. Okay? Celle-ci est une maison de bois, pièce sur pièce. Et quand on va parler de maison de bois, pour la plupart de celles qu'on va voir, c'est du pièce sur pièce assemblée à queue d'aronde. Hein? Donc, maison fort intéressante, celle-ci. C'est la maison que moi j'appelle Miville-Deschênes. Elle a peut-être d'autres appellations, mais elle a celle-là aussi. C'est la famille Miville-Deschênes de la région de Saint-Roch et près de la Pocatière. Là. Elle est, elle, sur la route 132, entre la Pocatière et Saint-Roch-des-Aunais. Cette maison-là, c'est une maison de 1681 qui, d'après son propriétaire, parce que j'ai rencontré le propriétaire, aurait été épargnée par les Anglais parce qu'il y avait un pépin qui était dedans à cette époque-là. Alors, semble-t-il, c'est ça l'histoire. Il faudrait vérifier la légende ou si la réalité, mais peu importe. Le fait est que c'est une maison de 1681 en pierre, construite avec 2 murs d'épaisseur, puis avec une couche de sable entre les 2 murs d'épaisseur de pierre. Alors, c'est fort intéressant. Une maison de 1681 dans cet état, qui, à ma connaissance, n'est ni citée ni classée. Ici, on a la maison de M. Lavoie, à Saint-Jean-Port-Joli. M. Lavoie est un protecteur du patrimoine et un antiquaire, et etc. Mais vous avez sa maison en bois, en pièce sur pièce, qui a fait l'objet d'un agrandissement de ce côté-ci, donc on est vers l'est à ce moment-là. Mais c'est une maison qui a été construite aux alentours de 1775, au troisième quart du 18e siècle. Là. Mais regardez ce bâtiment, il représente bien l'évolution, la maison régionale ou campagnarde d'esprit français, avec l'addition éventuellement des lucarnes, etc. Alors, un beau spécimen ici aussi. Ici, on est au cœur du village de Lillet. Et c'est la maison Guyon. Cette maison-là, en pierre, qui a été restaurée quant à la toiture récemment, elle date de 1681. Le premier occupant de cette maison-là, c'est M. François Guillon. Et ce qui est intéressant avec cette maison-là, c'est qu'elle s'est transmise par testament de génération en génération, de sorte qu'aujourd'hui encore, le propriétaire, c'est le mari, là, mais la conjointe du propriétaire, c'est Mme Guillon. Alors donc, c'est fort intéressant comme élément, là. Puis, à ma connaissance, cette maison-là n'est ni citée, ni classée. Ici, on est encore à Lillet, on s'en vient tranquillement, on est un peu, on descend là, on s'en vient vers ici. Vous avez une maison qui a été construite vers 1760 environ. On dit 1756, mais vers 1760, qui a fait l'objet d'un agrandissement de ce côté ici, à un certain point, au tournant du 18e siècle, du 19e siècle plutôt, excusez-moi. Mais on voit ici la maison de campagne d'inspiration française, là, comme on la connaît là. Alors, on est à Lillet. Ici, on a ça ici, il s'agit d'un monument classé. C'est le manoir Gamache, à Cap-Saint-Ignace. Le manoir Gamache, dans un état remarquable, et a été construit en 1744 et en premier lieu a servi de presbytère. Il y avait une chicane de presbytère dans ce coin-là. Il y avait 2 presbytères dans des seigneuries très voisines.
Et puis une chicane de presbytère, donc ça a été construit pour un curé au départ. Par la suite, quelques années plus tard, quand la chicane s'est dissoute concernant les presbytères du coin, c'est le seigneur Gamache qui l'a occupé. Et c'est une maison qui est très représentative et qui est dans un état remarquable. C'est une maison classée, celle-ci. Alors, on regarde si c'est magnifique. Et c'est sur un emplacement qui est très... on fait un petit contraste. OK? Ici, c'est la maison Têtu. Têtu à Montmagny. N'est-ce pas, Paul? On regarde cette maison-là qui a une valeur historique impressionnante, en ce sens que c'est une maison qui a été cassée. C'est la plus vieille maison de la région de Montmagny, des alentours immédiats de Montmagny. Elle a été construite en 1739. C'est une maison de pierre. Cette maison-là a servi de caserne en 1759 pour les militaires anglais. Et par la suite, elle a servi de palais de justice et de prison jusqu'en 1762. C'est un monument qui porte une histoire impressionnante, qui a une valeur patrimoniale, à mon sens, à moi, exceptionnelle, mais qui aurait peut-être besoin d'un peu d'amour avant qu'il soit trop tard. Alors, on voit le contraste avec la précédente, là. Celle-ci n'est que citée par la municipalité, puis du bout des lèvres. Est-ce qu'on la voit de l'autoroute 20? Est-ce qu'on la voit de l'autoroute? Ah, à peine, parce qu'il y a des arbres devant, là, et puis il faut vraiment avoir l'œil exercé. C'est juste en entrant à Montmagny, là, si on part d'ici. On la voit de la 132. Pardon? On la voit de la 132 à peine, mais pas de la 20. Oui. Dans le bas de l'hôpital. Oui. Ah, ok. Alors, on continue. On arrive avec une autre maison classée. Celle-ci, sa maison Cazot, c'est une maison qui a été construite au troisième quart du 18e siècle. C'est une maison de pierre recouverte de planches verticales sur 3 côtés. Cette maison-là est classée tant pour son intérieur que pour son extérieur. Ça, c'est important à retenir. On est à la sortie de Montmagny, là. On s'en vient vers Berthier-sur-Mer, sur la 132, et la laiterie aussi est notée là, comme quelque chose de fort important. C'est une maison qui représente très bien la maison campagnarde d'inspiration française, là, comme on le voit. Et c'est une maison qui, elle, est aussi bien entretenue et bien restaurée. Donc, on approche, on s'en vient par ici, là. Vous avez spécifié l'intérieur, c'est assez rare que les intérieurs soient Oui, classés. c'est assez rare que les intérieurs soient classés. Là. Celle-ci, si on regarde le classement, là, elle est classée tant pour son intérieur que pour son extérieur. Et j'ai vu l'intérieur à une autre occasion, là, puis c'est assez bien, effectivement. Là. C'est pas parfait, là, parce que avec le temps, là, bon. Une maison ni citée ni classée à Berthier-sur-Mer. C'est la maison que moi j'appelle la maison Portenance-Morissette. Je l'appelle comme ça, c'est dans le nom de ses propriétaires. Alors, c'est une maison qui date de 1734 et elle aurait, suivant ses propriétaires de longue date, été construite de ce volume-là initialement en 1734, sauf que, évidemment, la petite cuisine d'été qu'on retrouve sur la droite n'était pas là. Mais le bloc de maison serait intégral. Mais regardez l'état de cette maison-là. Et ce qui est particulier pour cette maison-là, c'est la massivité de la cheminée. Hein? Elle est très massive comme cheminée, là, exceptionnellement, mais c'est une perle, cette maison-là, bien cachée à Berthier-sur-Mer, ici à côté. Alors, on s'en vient toujours là. Donc, ici, c'est la maison de quelqu'un qui est ici, là, l'ami Peter. Peter, si je comprends bien, Peter Sanford avec Claude Delorimier. Hein?
vous avez rénové, restauré cette maison, hein, mais qui était déjà intégrale comme telle. Vous n'avez pas apporté de changement, rien, de structure. Non, on a fait affaire avec un architecte de Place Royale qui s'appelle Villandré. Villandré, oui, Villandré. Bon. Alors donc, voyez, c'est une maison évidemment d'inspiration française. C'est une maison qu'on ne connaît pas précisément sa date de construction, mais on peut l'estimer à la mi-18e siècle, là, suivant l'entendement de tous et chacun là, qui se connaît un peu. Mais regardez l'état de cette maison et sa représentativité. Et je pense que, Peter, cette maison-là n'est pas citée ni classée. Hein? Aucun statut de protection. Et on arrive du côté de Beaumont. Vous avez une belle maison là, du 18e. Cette maison-là aurait été construite entre 1696 et 1707. On ne peut pas trop s'entendre sur la date de construction. Alors, mais on voit que c'est une maison, elle représente bien, elle aussi, la maison rurale d'inspiration française. Alors, c'est une magnifique maison. Maison de drapeau, exactement. Oui, c'est la famille Drapeau qui en premier s'est installée là. Et puis, bon, alors... En 1669. Ça, c'est la concession. Oui, c'est ça. Oui, mais la date de construction... Oui, mais la date de construction, on ne peut pas la préciser, mais elle est possiblement de la fin du 17e. Il y a des contrats notariés de la donation à son fils Pierre en 1707, qui incluait la maison. Donc, vous auriez dû faire le voyage avec nous. Elle a été construite Oui. avant... Est-ce que vous êtes la propriétaire? Oui, c'est ça, hein? Bien, félicitations. Félicitations, parce que c'est une maison d'une valeur patrimoniale. Elle a été restaurée par Rosaire Saint-Pierre, hein? C'est ça? Bon. Alors, vous voyez si on a fait une belle tournée, là? La maison Moller l'Allemand, ou l'Allemand Moller, ou Trudel, dépendant des cas. C'est une maison classée. Elle est classée, elle aussi, tant pour son intérieur que pour son extérieur. Elle a été agrandie par là, c'est-à-dire vers l'est, à un certain point dans le temps, mais encore une fois aux alentours de l'entrée du 19e siècle. Mais c'est une maison, et ça fait longtemps qu'elle est classée, cette maison-là aussi. C'est dans la région, une des premières dans la région de Beaumont, etc. Bon. Vous voyez, avec cette maison-là, on a pris des échantillonnages, quelques au hasard. Mais moi, je peux vous dire qu'on pourrait multiplier par centaines des maisons valables. Bien sûr, on n'aura pas seulement des maisons du 18e siècle, mais on va arriver à la maison québécoise, lorsqu'elle tourne au style typique de la maison québécoise. On va arriver avec des belles maisons aussi qui ont subi des influences américaines ou anglaises. Dans Bellechasse, on a un patrimoine bâti. Là, sur la tournée, pas dans Bellechasse, oui, mais sur toute la côte du Sud aussi, on a un patrimoine bâti qui est réellement exceptionnel et le nombre de bâtiments dont il faudrait se préoccuper et qu'il faudrait mettre en valeur est quelque peu hallucinant. Et c'est un peu décevant, quelque part, de voir qu'on le relativise beaucoup, ce patrimoine bâti-là. Alors, ce sont toutes des photos là, qui ont été prises par notre ami Paul ici, Paul Saint-Arnaud, et vous voyez qu'il y en a déjà pris des photos. Hein? Alors, félicitations. Ils n'avaient pas photographié leur année de construction pendant leur année. Ah, il y aurait pu, presque. Bon, là, on va, si vous me donnez 2 secondes, je vais tenter de faire l'opération
On va passer maintenant à nos cas régionaux de problématiques avec les assureurs. J'ai deux témoignages vidéo à vous présenter, qu'on va faire en premier, et ensuite, on en présentera deux. Ce sera très court, hein, quelques minutes chacun, deux en présence. Alors, on y va avec ça. Bonjour, mon nom est Jacques Archambault. Je suis le directeur général de l'Héritage canadien du Québec, un organisme à but non lucratif et non gouvernemental qui, depuis 1956, conserve des maisons patrimoniales partout au Québec. Le domaine de Saint-Vallier fait partie de ces propriétés patrimoniales. En fait, le domaine de Saint-Vallier était la dernière acquisition de l'Héritage en 1999. L'Héritage compte environ 25 à 30 bâtiments sur ses propriétés de différentes natures. On parle de manoirs, chapelles, granges et même aussi un moulin à farine aux éboulements. Naturellement, il faut faire assurer tous ces bâtiments-là contre les différents risques. Et en 2019, on a eu un gros problème avec nos assureurs, un problème majeur. On a appris le 24 décembre en après-midi que nos assureurs arrêteraient de nous assurer à partir du 31 décembre à minuit, ce qui était une très mauvaise surprise à la période des fêtes en 2019. Aussi, avec notre courtier, on a demandé à nos assureurs d'avoir une extension d'1 mois pour nous permettre de trouver quelqu'un d'autre, une autre firme. Donc, dès le début janvier 2020, on s'est mis à la recherche d'une firme pour nos bâtiments, une firme d'assurance, et on a contacté aussi d'autres organismes comme la Fiducie nationale du Canada, qui connaissaient des firmes d'assurance, ainsi que les amis et propriétaires des maisons anciennes du Québec. On a réalisé à ce moment-là que c'était devenu un problème provincial et même canadien. Alors, en 2020, en début d'année, nos courtiers ont trouvé un assureur qui se disait intéressé à s'impliquer dans ce domaine de l'assurance. Par contre, la première chose qui est arrivée, nos assurances sont montées en termes de coûts. On est passé de 45 000 $ à 70 000 $ pour 16 propriétés avec 35 bâtiments. De plus, l'assureur nous demandait de faire réévaluer le coût de reconstruction de tous nos bâtiments pour pouvoir avoir une meilleure idée de la couverture assurance exigée ou demandée. Alors, ces évaluations-là nous ont coûté 30 000 $ de plus. La première évaluation est arrivée en décembre 2021, alors que la deuxième et les dernières sont arrivées en janvier 2022. À partir de l'an passé, janvier 2022, en voyant les nouveaux coûts de reconstruction qui avaient beaucoup augmenté, nos assureurs ont d'une part fait augmenter nos coûts de 65 000 $ à 85-90 000 $. Avec aussi, donc, il fallait également, il demandait de trouver aussi pour le 2023 un autre co-assureur pour partager les risques à 50 %. Devant l'augmentation de ces coûts à 85-90 000 $ en 2022, la seule façon qu'on pouvait les réduire était d'une part d'augmenter la franchise de 10 000 à 25 000 $, mais aussi de réduire la couverture d'assurance de 100 % à 80 %. Ce que nous avons fait, compte tenu de nos peu de moyens financiers qu'on avait pour couvrir les nouvelles exigences en termes de coûts là, de 90 000 85 000 $. Alors, le coût est devenu à 65 000 $ pour 2022. Par contre, en 2023, il fallait trouver un co-assureur. Il y avait beaucoup de difficultés à trouver une autre compagnie. Nos courtiers avaient beaucoup de difficultés. Et aussi, ils ont demandé une autre extension d'1 mois pour trouver cette firme-là. Et en mars 2023, ils ont trouvé quelqu'un. Par contre, nous, on a appris un mardi soir que les coûts d'assurance allaient passer de 65 000 à 125 000 $ et que la franchise allait passer de 10-25 000 à 50 000 $. Et on avait 3 jours pour donner une réponse. Donc, avec mon patron, on s'est réunis et on a parlé avec notre courtier. Et la seule façon d'avoir un coût abordable était en fait de ne plus assurer le moulin Les Éboulements. Le moulin, son coût de reconstruction est de 5 millions de $. Nos assureurs ne peuvent couvrir que jusqu'à 2 millions de $. Donc, ils nous ont dit, si vous enlevez le moulin,
ils iraient assurer seuls, avec un co-assureur, nos bâtiments, avec une prime, une franchise plutôt de 10 000 $, à un coût de 65 000 $, mais ils pouvaient le faire seuls. Mais il ne fallait pas assurer le moulin. Devant cette situation-là, puis en considérant certains points, notre moulin, d'une part, est lié directement, le système d'alarme est lié directement au poste d'incendie. Le meunier qui vit dans le moulin est lui-même un pompier volontaire. Et à côté du moulin, il y a un gros bassin d'eau. Alors, ce qui fait que les pompiers peuvent s'en servir pour pomper l'eau et arroser le moulin. Alors ça a permis de régler le problème temporairement. Alors, par contre, l'enjeu, le moulin n'est pas assuré, mais le deuxième enjeu, c'est que nos bâtiments, suite à l'évaluation, certains de nos bâtiments valent de 1,5 à 1,8 millions de dollars en coût de reconstruction. Chaque année, les assureurs font une majoration de 5 à 10 % de la valeur. Alors, on peut imaginer que d'ici un an ou deux, certains de nos bâtiments vont dépasser le 2 millions de dollars, qui est le maximum que notre compagnie d'assurance actuelle peut assurer. Alors, ce problème-là est toujours présent. On se demande si dans l'année prochaine, les années suivantes, si on ne va pas aussi enlever la couverture d'assurance sur d'autres bâtiments patrimoniaux. Donc, il serait idéal et il serait même urgent de trouver une solution pour qu'on puisse poursuivre à assurer nos bâtiments patrimoniaux. Merci. Bonjour, M. Chuante. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Oui, je suis Denis Chuante. Je suis établi à la Pocatière depuis janvier 2022 pour des raisons professionnelles. Et ayant un contrat permanent, j'ai jugé important de m'acquérir une propriété. Et je suis tombé dans mes recherches sur une propriété, bâtiment patrimonial à la Pocatière, au 200 avenue Pinchot. Et pour plusieurs raisons, j'ai porté intérêt à cette propriété. D'une part, j'ai fait une formation en urbanisme. Le volet patrimoine a été beaucoup évoqué. Et du coup, c'est un enjeu qui, pour moi, est important. En vivant dans une propriété comme celle-là, ça me donnait la possibilité d'approfondir mes recherches dans le domaine. J'imagine, M. Chuante, que vous avez procédé à l'acquisition de cette propriété et est-ce que vous avez dû vous occuper de la question des assurances pour cette propriété? Bien évidemment, dans l'acquisition de la propriété, il y a une partie qui est couverte par la banque. Et la banque demande d'avoir une assurance. Et ça nous a embarqué dans une aventure, ma conjointe et moi, de toucher plusieurs assurances. Beaucoup ont décliné en disant qu'ils ne s'occupaient pas d'assurer les maisons anciennes. Et finalement, on s'est rabattu sur l'assureur de la propriétaire, l'ancienne propriétaire. Et c'est là qu'on a pu négocier, discuter. S'il doit en dire plus, ça a été une vraie aventure, dans le sens où on a eu une première proposition qui était presque le triple de ce qui était proposé à l'ancienne propriétaire. On n'a pas trop bien compris comment on pouvait passer pour la même bâtisse, du simple au triple. Et ça a mené à rencontrer l'assureur pour davantage comprendre pourquoi le triple. D'une part, on n'a pas d'historique avec eux. Est-ce que c'est nous qui sommes assurés en tant qu'individus ou est-ce que c'est la propriété? Et on n'a pas trop bien compris l'explication, mais on s'est mis à la négociation. La négociation a consisté à revoir les éléments qui étaient pris en compte dans l'assurance. Et du coup, ça nous a amené du simple au double. C'est-à-dire qu'on a quand même eu 2 fois le prix de ce qui était assuré avant. N'eût été l'intérêt porté pour ce bâtiment, comme j'ai dit dans le cadre de la recherche et des travaux en perspective, je pense qu'on aurait abandonné. C'est vrai qu'il y avait d'autres enjeux, la proximité du cégep et le fait que je venais m'établir avec 2 de mes enfants. Et c'était pour moi plus facile de les gérer dans ce cadre qu'ailleurs où ça demandait peut-être beaucoup de mobilité. Vous avez pensé à ne pas acheter cette maison-là à cause de ce problème? Oui, parce que vous voyez, l'assurance a ce prix. Quand vous pensez à une maison ancienne, il faut penser rénovation. Continuons à faire des travaux pour la maintenir en bon état. Quand l'assurance est au prix fort, ça veut dire que ça peut diminuer la capacité à rénover. Et si on ne rénove pas une maison ancienne,
ça se dégrade progressivement. Donc, moi, j'appelle un peu ça la quadrature du cercle. C'est-à-dire l'enjeu de l'assurance et l'enjeu de la rénovation. Est-ce qu'on doit sacrifier la rénovation à l'assurance ou bien est-ce qu'on doit privilégier la rénovation pour maintenir dans un état de fonctionnalité une telle maison? Je peux aussi dire que la propriétaire, l'ancienne propriétaire, Madame Leclerc, je peux donner le nom éventuellement, a mis beaucoup d'accent sur l'entretien. Donc, quand vous voyez le patrimoine aujourd'hui, c'est un patrimoine de qualité et je trouve du plaisir à y vivre dans tous les cas. Donc, la propriété était déjà en bon état au moment où est-ce que vous avez acheté cette propriété? Oui, la propriété était en bon état parce que sinon, je ne me serais pas engagé. Parce que les gros entretiens dans un bâtiment comme celui-là, la fondation est en bon état, il n'y a aucune difficulté. Les portes et fenêtres ont été remplacées, la toiture a été remplacée. Donc, les gros postes de dépenses ont été faits régulièrement. Et cela, la propriétaire m'a expliqué, c'est que chaque année est programmée des rénovations. Maintenant, si l'assurance augmente fortement des coûts, ça rend difficile beaucoup de rénovations à faire. Alors, et je le constate justement au fur et à mesure. Alors, si je comprends bien, en bout du compte, et même après avoir discuté avec les assureurs, vous vous retrouvez dans une situation où vous payez, en termes d'assurance, du simple au double par rapport à la situation antérieure. Oui, c'est ça. C'est donc assez pénalisant, d'une certaine façon. C'est assez pénalisant parce que ce n'est pas le seul élément dans une maison ancienne. C'est une maison qui fonctionne encore en termes d'énergie au mazout. Et là aussi, le mazout, le prix d'augmentation du prix du carburant, on est passé aussi à une forte augmentation qui presque aussi c'est du simple au double par rapport à l'ancienne propriétaire. Ça, c'est aussi un enjeu qu'il faut prendre en considération. Et par ailleurs, la même assurance, tenant compte du niveau de sécurité incendie, a demandé de renforcer le dispositif. Je viens d'avoir un devis, ça me met presque à 12 000 $. Vous voyez? Alors qu'il y a déjà un dispositif existant. Mais pour des raisons plus diverses, ils ont demandé de renforcer. Et j'obtiens le premier devis, j'attends d'autres devis. Tout cela, enjeu de rénovation, de mise à jour du bâtiment. Par rapport à l'assurance, il faut trouver la juste mesure. Donc, comme je dis, dans le cadre de la recherche, bon, ça me passionne de faire des recherches parce que ça pourrait bénéficier à beaucoup de maisons anciennes de trouver la meilleure solution pour mieux garantir la qualité des maisons anciennes. Je vous remercie beaucoup, M. Tronté. C'est très éclairant. OK, merci. C'est très intéressant, en effet, comme perspective. Et j'inviterai maintenant Jean-François Blanchette, le président de la Société québécoise d'ethnologie. Et quant aux questions, j'aimerais les reporter immédiatement à la suite du propos de notre ami M. Clément Loca ici, parce que ça va faire un tout jusque-là et on pourra prendre les questions à ce moment-là avant de faire une pause pour arriver à notre substantiel du côté de l'AMPAC. Bon, alors, on va faire ça comme ça. Bon, alors tu devrais être... Alors, voici, ça c'est la maison qui a été la maison de sculpteur. Voilà. Alors, voici la maison qui a été celle de Médard Bourgault, dont je vais vous parler de l'assurance de cette maison aujourd'hui, ou la non-assurance. Cette maison-là, vous voyez, c'est une maison assez modeste, le bâti principal qui excluait la cuisine d'été à l'arrière et la lucarne, date probablement de 1840. Médard Bourgault, le sculpteur, le fondateur de l'école de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli,
a acquis cette maison en 1920. Là, il a érigé la lucarne et puis construit une cuisine d'été au cours du 20e siècle. La Société québécoise d'ethnologie et moi-même, on s'est intéressé à l'histoire de la sculpture à Saint-Jean-Port-Joli depuis les années 2007-2008. Et on a voulu protéger cette maison en amenant l'association de la maison Musée Médard-Bourgault, de même que la municipalité a cité cette maison-là. C'est une maison de l'extérieur qui ne laisse pas présager l'intérieur. C'est très modeste réellement à l'extérieur, mais à l'intérieur, la maison est décorée. 2 pièces sont décorées comme cette pièce-ci, avec des sculptures que Médard a faites entre 1940 et 1945. Ça, c'est le salon quand on entre, un petit salon, et la salle familiale qui est à gauche. Là. Je vous invite à aller visiter la maison sur rendez-vous, là. Vous allez trouver que c'est une maison assez exceptionnelle. Donc, je vais prendre mes notes pour être bref. On m'a donné 10 minutes et quand on pèse sur ce bouton-là, ça peut... On ne trouve plus le bouton rouge pour m'arrêter. Ah, je peux m'occuper de ça. Ah, c'est bien gentil, merci. Donc, en 2017, on est très heureux, la Société québécoise d'ethnologie, de ce grand succès. La municipalité s'est intéressée à la protection de la maison, elle l'a citée. Et maintenant, elle est maintenant inscrite au patrimoine du Québec. En 2020, donc ça c'est en 2017. En 2020, la compagnie d'assurance qui n'a pas fait attention à cette citation, ils n'ont peut-être pas été informés, on ne le sait pas. À l'époque, on ne se préoccupait pas réellement de cet aspect, la relation assurance et reconnaissance patrimoniale. Donc, la police d'assurance, qui sera la dernière, là, je vais vous l'expliquer. Donc, le 14 avril 2020, la maison est assurée avec l'analyse de risque qui suit. Résidence principale, pompier à moins de 8 km, borne à moins de 300 mètres, chauffage, plainte électrique, poêle à bois, pas de location à autrui. Et une petite note, votre bâtiment n'est sujet à aucune disposition légale ni aucun règlement de zonage visant la réparation, la rénovation, la démolition ou la reconstruction. Je continue donc l'analyse de risque. La prime de l'habitation à ce moment-là est 724 $ par année. Comme il y a aussi des visites depuis déjà 1985-86, André Médard-Bourgault, le fils de Médard, fait visiter la maison avec la société de mise en valeur du patrimoine de Médard-Bourgault qui organise ces activités-là. Donc, il y a une responsabilité civile de 181 $ par année qui se rajoute pour un total, donc, avec taxe de 986,45 $ pour cette assurance. Donc, ça, c'est le 14 avril 2020. Le 6 avril 2021, la compagnie envoie un avis à André Médard-Bourgault pour lui indiquer que la maison ne sera plus assurée. Et on invoque des changements de normes au sein de la compagnie. Donc, pour aider André Médard est assez âgé, donc les membres de l'association ont voulu lui aider. On a parlé donc à Desjardins Assurance. La compagnie qui assurait, c'était Pro Mutuel, là, il assurait depuis, je ne sais pas, 30-40 ans. Là. C'était la compagnie d'assurance régulière de la maison de Médard et ensuite d'André Médard. Donc, on a contacté des compagnies d'assurance, Desjardins Assurance, Lucier Dalle Parizeau, malgré leur mauvaise réputation, parce qu'on savait qu'ils avaient laissé tomber des maisons patrimoniales, mais on les a quand même contactés. On a contacté tous les courtiers locaux qu'on a pu trouver, le Bureau des assurances du Canada, et finalement, avec un contact à Plaisance. Il y a la Maison des créateurs en art populaire de Plaisance, et eux, ils ont le Presbytère, qui est une maison patrimoniale citée par la municipalité. Ils ont trouvé un assureur grâce au groupe RFA, Courtier pour Aviva Assurance. Et ils ont réussi à assurer le presbytère pour 5 154 $. Ils avaient aussi une autre proposition d'une autre compagnie d'assurance, Totem,
qui, eux, leur auraient chargé 8 478 $. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas réellement de relation pour les compagnies là, quand ils regardent combien ils vont charger pour une assurance. Alors, donc, on a contacté le groupe RFA, qui avait assuré donc la Maison des artistes en art populaire de Plaisance pour qu'il examine la maison de Médard-Bourgault. Il l'assure. Alors, la prime totale reviendrait donc à 807,50 $, pas par année, mais par mois, pour une valeur totale de 9 690 $. Donc, vous comprenez que c'était une impossibilité pour André Médard, qui est à sa retraite. C'est un sculpteur à la retraite, donc il a des revenus bien modestes. Et l'Association du domaine Médard-Bourgault, on n'a pas réellement les ressources pour payer cette assurance-là. Une petite chose qui nous a paru bizarre, et on s'est mis à négocier avec la compagnie. Ils avaient évalué que la remise à neuf de cette maison modeste, excluant évidemment la sculpture, si le feu blanc prend, on ne pourrait pas de toute façon remplacer ces sculptures-là. L'évaluation à valeur à neuf était évaluée par la compagnie à 403 000 $. Ne me demandez pas où est-ce qu'ils ont pris les critères de cette évaluation. Donc, évidemment, on n'a pas donné un suivi à ça pour le moment. Là, ça, c'était au début de l'année de cette année. Au Musée de la mémoire vivante, eux, ils ont une assurance, mais le Musée de la mémoire vivante, comme vous le savez, est un édifice neuf, donc ils n'ont pas ce problème d'édifice patrimonial. Par contre, à la maison et atelier Rodolphe Duguay à Nicolet, on a fait il y a quelques années à la Société québécoise d'ethnologie une étude de 5 maisons d'artistes. C'est ça qui nous a semblé la plus rapprochée de la maison de Médard-Bourgault. C'était celle du graveur Rodolphe Duguay. La maison est propriété de la municipalité. Elle est couverte par les assurances de la municipalité. Et la fille de M. Duguay habite toujours dans la maison, ce qui est un élément comparable aussi avec le domaine Médard-Bourgault, où le fils de Médard, André Médard, habite toujours la maison. Donc, on a essayé avec la municipalité de voir s'il ne pourrait pas, à partir des assurances de la municipalité, couvrir la maison d'André Médard-Bourgault. Ce qui, vous le devinerez, là, n'est pas possible parce que c'est une maison privée qui est encore occupée par André Médard. Donc, une petite conclusion. La difficulté de trouver un assureur semble due donc à la citation, donc comme on l'a dit avec les différents exemples tout à l'heure, le fait qu'une maison soit reconnue patrimoniale. Donc, les assureurs sont frileux et ne veulent pas, en tout cas, couvrir ce risque-là. Et l'autre raison ici, c'est que la maison est toujours occupée par son propriétaire, ce qui limite la couverture par le biais de la municipalité. Ce qui pourrait changer, c'est que la municipalité a un projet de mise en valeur du domaine Médard-Bourgault, le musée de la sculpture des anciens Canadiens qui est juste à côté, et l'atelier de Pierre Bourgault qui est en face pour en créer un espace patrimoine. Et à ce moment-là, si la maison de Médard-Bourgault devient la propriété de la municipalité, on espère qu'à ce moment-là, elle pourrait être couverte par l'ensemble des propriétés de la municipalité, et ce qui réduirait les risques, si on veut, par les compagnies d'assurance. Voilà. Ça souligne bien que lorsqu'on fait des efforts pour accorder un statut de protection à un immeuble, on ne fait pas nécessairement un bon coup pour le propriétaire de la maison. Un dernier cas, rapidement, avec notre ami Gaston, dans ses fonctions de moteur du Giram. Il peut nous parler de ça. En fait, bonjour tout le monde. En fait, on n'a pas de photo là, du presbytère parce que c'est un cas, finalement, hier, dont j'ai parlé, le classement de presbytère de Saint-Gédéon. Bien, pas juste du presbytère, mais classement, on a fait une démarche, le Giram. Personnellement, j'ai monté le dossier et c'était pour classer le couvent, mais aussi le site patrimonial du cœur du village de Saint-Gédéon de Beauce. Et il y a une jeune femme, qui est à peu près dans la quarantaine, là, qui s'appelle Carole Lachance. Alors, lorsque j'ai été prendre des photos à Saint-Gédéon, à un moment donné, ils sont sortis. Pourquoi vous prenez des photos? Ben, j'ai dit, on s'intéresse au couvent, au sauver le couvent, parce que là, le couvent, la municipalité voulait le vendre, etc.
Et j'ai dit, on envisage aussi, compte tenu que votre cœur du village est très intéressant, on envisage aussi d'intégrer, bien sûr, l'église, le cimetière avec le couvent, y compris, bien sûr, votre presbytère. Et le presbytère, c'est un bâtiment de 1917. Donc, un peu le style de presbytère du début du 20e siècle qu'on retrouve à beaucoup d'endroits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une belle intégrité du cœur du village de Saint-Gédéon-de-Beauce. Et à ce moment-là, le presbytère a été vendu par la fabrique. L'église est encore utilisée pour des fonctions religieuses, mais le presbytère a été vendu en 2015 à cette jeune femme qui veut en faire un genre de gîte. En tout cas, elle a tout décoré à l'ancienne. Elle a remis certains éléments aussi, garder le style. À l'extérieur, le presbytère, c'est un bâtiment qui a été un peu rénové sans suivre les normes patrimoniales, si on peut dire, avec du déclin de, je ne sais pas trop quoi, là, probablement de vinyle, qui casse presque à le regarder, là, quelque chose du genre. Alors, dans son témoignage, à un moment donné, elle m'appelle, puis là, elle avait l'air bien d'accord pour qu'on intègre le presbytère dans le site patrimonial, parce que moi, j'ai envoyé la demande au début de février. Je l'avais rencontré vers le 15 janvier. Là, il y a eu une émission, La Facture, peut-être que vous l'avez vue. Je pense que Noémie a été interrogée, d'ailleurs. C'est la faute à Noémie, là. OK. Donc, il y a eu un reportage qui a bouleversé beaucoup de monde. Puis même, je l'ai vu aussi dans... moi, je suis membre de certains sites Facebook qui s'intéressent aux maisons anciennes. Puis ça soulève beaucoup de questions. Donc, après le reportage, là, elle m'a envoyé ce courriel, là, qui a 2 pages. Donc, Robert m'a demandé de faire part un peu, parce que à cause de la fête des pères, pas publié. Elle voulait fêter son père, ça se comprend. Et ils sont 8 filles, pareil. C'était important de se rassembler. Alors, elle dit, j'ai appris qu'il était très difficile de s'assurer à des prix. En tout cas, que ceux qui l'ont fait dans le reportage là, de la facture, c'est ça, c'était à des prix exorbitants. Il y avait un propriétaire des Moilous qui a témoigné, puis ça a coûté de 4 000 à 12 000 $. Comme on a entendu tantôt, là, les prix sont assez exorbitants, ça n'a pas d'allure. Donc, elle dit que je viens à l'instant, c'est la partie intéressante, je viens à l'instant de communiquer avec mes assurances. Ils m'ont clairement indiqué, entre guillemets, je le mets entre guillemets, là, vous compreniez vraiment que c'est important, qu'à l'instant où ma bâtisse sera inscrite au registre, j'imagine pour les assurances, c'est le registre du patrimoine culturel, c'est-à-dire quand c'est classé ou cité. Donc, dans le site patrimonial, c'est sûr que c'est comme une citation, comme on comprend, ou en tout cas, c'est comme un classement si jamais c'est classé. Donc, qu'à l'instant où ma bâtisse sera inscrite au registre, ils vont annuler mon contrat, car ils ne prennent pas en charge ce genre de bâtiment. Aïe aïe. Ils vont me laisser un laps de temps, comme on a un peu entendu M. Archambault tantôt, ils vont me laisser un laps de temps pour que je puisse me trouver une autre assurance. Mais cette dernière va-t-elle vouloir le faire et à quel prix? Donc, elle a beaucoup d'inquiétudes et c'est normal parce que tout le monde qui a une maison ancienne, surtout, même parfois qui est dans l'inventaire, qui est inventorié, on se demande si une maison qui est inventée, là, les MRC doivent faire des inventaires à cause de la loi 69. On se demande si les gens qui possèdent une maison inventoriée ne commencent pas à avoir beaucoup d'inquiétudes aussi pour leur assurance. Alors, il a dit si le classement se situe à l'intérieur, à l'extérieur, je ne pense pas que ça, dans un site patrimonial, c'est pas le cas, là, etc. Donc, elle a beaucoup d'inquiétudes. Je tiens à vous informer que je n'ai pas les moyens d'assumer ce genre de frais. Et conséquemment, si l'assurance augmente de beaucoup, là, est triple ou double, et conséquemment, si je ne peux avoir d'assurance, je devrais sûrement rembourser la totalité de mon prêt, qui, de plus, est de la même institution, Desjardins, j'imagine. Je ne souhaite pas perdre cette bâtisse qui est celle à laquelle je tiens le plus, parce qu'elle habite une autre maison, ce n'est pas sa résidence permanente. Surtout que nous avons déjà l'intention de la restaurer pour qu'elle garde son cachet extérieur patrimonial et que nous avons dépensé énormément pour la meubler et la décorer à l'ancienne. Il y a aussi un risque que je ne puisse jamais vendre ma maison.
C'est-à-dire ça, on ne l'a pas soulevé, mais effectivement, s'il y a des problèmes de l'assurance, quand tu viens pouvoir vendre ta maison, ben les gens maintenant vont s'informer, puis à un moment donné, ils vont se faire dire que l'assurance, ça va coûter une fortune, fait qu'ils vont revirer, ils n'achèteront pas la maison patrimoniale. Donc, ça met à risque toute la continuité de nos architectures patrimoniales ici au Québec, peut-être ailleurs au Canada. Je ne connais pas la situation ailleurs au Canada. Il y a aussi, donc, de toute façon, si j'étais obligé de le faire, j'ai toujours eu l'intention de la vente, que ce serait à des gens qui ont la même valeur, la même vision que moi pour sa préservation patrimoniale. J'ai été chanceux parce que j'ai frappé quelqu'un qui était sensible au patrimoine, qui est venu me voir, puis qu'est-ce que vous photographiez? Fait au moins, ça a tombé. C'est pas quelqu'un qui a dit non, je veux pas du tout que mon presbytère soit dans la zone. Mais par contre, elle m'a envoyé ça, mais finalement, là, elle dit qu'elle avait beaucoup de réticence. Serait-il préférable pour le presbytère d'attendre de voir ce que le ministre de la Culture et des Communications, M. Lacombe, qui vient présentement de s'approprier le dossier concernant la possibilité d'avoir des assurances combinées et qui, d'une part, comprendrait l'assurance privée couvrant la partie ordinaire et, d'autre part, l'État couvrant la partie patrimoniale. Là, je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. Un peu dans l'exemple des assurances récoltes. Donc, ça veut dire qu'il y aura une partie des risques recouverts par l'État, puis l'autre partie, ben, tu l'assumes comme propriétaire privé. C'est ça qu'il faut en déduire. Donc, ce serait la meilleure solution. Finalement, ça s'est bien passé pareil. Elle a réfléchi, puis elle a dit, on va le rentrer, il n'y a pas de problème, rentrez-les dans le site patrimonial, rentrez le bâtiment dans le site patrimonial, la bâtisse, le presbytère. Merci, Gaston. Mais c'est pas tout le monde qui réagit de façon aussi positive et on a beaucoup de résistance. Et quant à la question qu'elle soulevait là, du côté du ministre Lacombe, je pense qu'on est encore dans les rêves bien improbables. Noémie va nous en parler, là. Donc, ceci, c'était pour illustrer que sur la Côte-Sud, parce qu'on a parlé de la Côte-Sud, on a les problématiques existantes, là, les comportements aléatoires et même pas uniformes. Là. À 10 km de distance, l'attitude d'assureur peut changer. Et puis, du même assureur peut être différente. Donc, c'est assez pénible comme situation. Alors, je voulais simplement, par ce propos, illustrer qu'on avait cette même problématique dont vont nous parler Clément d'une part et ensuite Noémie. Mais on va passer à Clément d'abord et après le propos de Clément, il y aura une période de questions qui pourront englober tout ce qu'on vient de dire jusqu'ici.